pour vous faire un petit peu l'historique de la protection aéronautique, hein, on parle de protection, il y a eu beaucoup d'échanges entre les météorologistes et les aviateurs, et ça a permis des progrès des deux côtés. Alors la météo a fait d'énormes progrès, vous verrez après pourquoi. Les aviateurs ont fait des progrès psychologiques, ils sont devenus plus adultes, ils sont devenus moins aventuriers, et ils ont fait des fois des rapports qui ont permis aux météos de comprendre ce qui se passait réellement dans l'atmosphère. Parce que la météorologie, au départ, c'était surtout une affaire de marins. C'est les marins qui ont fait les premières cartes, disons, climatologiques pour savoir d'où soufflaient les vents suivant les saisons, des choses comme ça. C'est aux marins qu'on doit l'échelle Beaufort, hein, pour les vitesses du vent. Et l'aviation est arrivée là-dessus. C'est sûr que nous, on évolue dans l'atmosphère, et donc on va subir encore plus les phénomènes atmosphériques dans leur ampleur, à la fois en surface et en altitude. En surface quand on décolle et quand on se pose, et en altitude quand on vole. Donc notre ami Blériot, c'était en juillet, mais vous savez, sur la Manche, il y a quand même souvent des brumes et des brouillards. Donc il avait prévu le coup, et il avait mis sa femme dans un contre-torpilleur qui s'appelait l'Escopette, ici. Et l'Escopette lui a donné le feu vert quand les brouillards se sont dissipés. Et donc il a pu partir de Calais pour traverser la Manche. Et en arrivant, alors il montre qu'ici il ne voit pas grand chose, qu'à partir d'ici il voit les falaises de Douvres, donc il nous fait un beau compte rendu de vol. Et puis ici, le vent d'ouest m'empêche de monter au-dessus des falaises. Il a découvert qu'il y avait des rabattants. Et bien ça, c'est la première chose le premier échange qui s'est passé entre les météos et les pilotes. Et il faut que ça continue, parce que sinon, les météos ne feront plus de progrès en protection aéronautique. Après, on a été plus loin, on a traversé l'Atlantique, et là, la météo a été, disons, presque dépassée, parce que là, on était sur des distances énormes, et on était avec un manque d'observation très important. Vous voyez que je vous parle déjà d'observation. Il va y avoir, dans ce qu'on va voir, observation et prévision. Et plus exact. Donc la protection aéronautique, c'est l'ensemble des observations et des prévisions. Donc il y a des météos qui se sont quand même penchés, parce qu'à ce moment-là, on a commencé... la météo ne s'est développée qu'à partir du moment où les télécommunications ont fonctionné. Ça a d'abord été avec du télégraphe. Donc sur les continents, on a transmis des observations, c'était important. On les a transmis comment? En code, donc code Morse. Et c'est pour ça que vous allez retrouver des messages codés, chiffrés. C'est un résidu de ça, parce pour faire bouger l'information, pour qu'elle circule, il faut faire des messages, et pour qu'elle circule le plus vite possible, il faut que les messages soient courts et qu'ils soient codés. Donc vous allez être obligé de décoder des métars, ne vous inquiétez pas, ça c'est quand même beaucoup simplifié par rapport à ce que c'était.
les messages aéros, ce qu'on appelait les aéros, étaient des messages complètement chiffrés. Maintenant, les métards sont des messages où il y a des chiffres, des lettres, des abréviations plutôt anglaises, mais qui se comprennent quand même assez facilement. Donc la météo, quand on est passé à la dimension transatlantique, eh bien, il y avait des observations par les bateaux. Je vous ai dit que les marins étaient les premiers intéressés par la météo. Et la TSF arrivait, donc la télégraphie sans fil. On a eu de la radio et on a pu transmettre des informations. Mais vous voyez quand même que c'était quand même assez rudimentaire. On a fait d'énormes progrès. Sur le côté protection aéronautique, les pilotes militaires essentiellement faisaient des briefings. Il nous est resté au vol à voile un petit peu cette notion de briefing. Je vous disais tout à l'heure, pour la journée, on fait un briefing météo. Le temps-ci, c'est un briefing météo. Pour le pilote avion qui va faire un voyage, le temps-ci doit être considéré comme un briefing météo. Sauf qu'il n'y a pas le météo pour lui montrer les particularités de la situation, sauf que, comme je vous disais, le temps-ci, c'est une heure donnée, et non pas toute la journée. Et donc... mais il faut le considérer comme ça. C'est une explication de la situation, c'est un briefing météo. La météo a fait d'énormes progrès. Donc, ça a commencé par donc, les télécommunications qui étaient meilleures, et puis on a eu des images satellites. Et là, on a fait de l'observation globale de la Terre entière. Alors au début c'était un petit peu difficile, mais on s'y est fait. L'autre amélioration de la météo, ça a été les calculs numériques. Les gros ordinateurs ont toujours été affectés au service météo. Et donc, en regroupant toutes les observations et toutes les mesures, quand je parle d'observation, il y a aussi la mesure de la pression, de la température, de l'humidité, de la hauteur des nuages, du vent. Toutes ces observations vont être injectées dans des gros ordinateurs qui vont faire des calculs pour essayer de calculer ce que va devenir l'atmosphère 2 minutes après, 5 minutes après, 10 minutes après, 3 heures après, et jusqu'à 72 heures, 7 jours. Bon, inutile de vous dire qu'au fur et à mesure des calculs, il y a des erreurs qui se rajoutent et ça devient moins bon. Ce qui est très bien pour la protection aéronautique, c'est qu'on reste dans des échéances très faibles. On est toujours dans des échéances entre 4, 5, 10 heures, 12 heures maximum. Donc on reste avec des prévisions très très fiables. Voilà la carte temps-ci en 2006-2007. Il y a encore peut-être des places quelque part. Au pire, tu prends une chaise. Ouais, tu prends une chaise. Là, je voulais vous montrer donc. Je vous ai parlé du guide de l'aviation. Le guide de l'aviation, il existe depuis un certain temps. Et en 2006-2007, il était. On commençait à avoir de moins en moins de stations météo qui étaient capables de faire de la protection aéronautique. Et donc, Météo France a dit, alors, fallait savoir quand même que dans les années 70-80, on pouvait très bien aller à la station de Saint-Auban, dire je vais à Toussus-le-Noble demain matin, faites-moi une coupe pour mon vol VFR Saint-Auban, Toussus-le-Noble. Et le prévisionniste, le lendemain matin,
quand vous alliez chercher votre dossier météo à la station, je vous parle d'un temps complètement révolu. Vous les moins de 20 ans. Le météo, le protectionniste, il vous avait fait une coupe. Donc Météo France, voyant que elle pouvait plus faire ce genre de prestations, ils ont dit bah voilà, on vous met un temps-ci et voilà la méthode pour faire la coupe. Je vais mieux vous dire que à l'époque il n'y avait pas de temps-ci France, donc il n'y avait qu'un temps-ci Europe occidentale, comme temps-ci Europe. Bordeaux-Lyon comme ça, faire une coupe aussi précise avec les informations des nuages qu'il y a ici, très très dur. Mais ça reste, ce qui reste à garder comme méthode, c'est quand je regarde un temps-ci, je regarde la dimension verticale. Il faut que je sois capable de voir que d'allant d'une zone à une autre, je vais avoir des évolutions de plafond, de sommet de nuages, d'épaisseur de nuages, etc. Ça, c'est quand même assez important. Alors, ça s'est amélioré encore, Météo France s'est amélioré, parce qu'on a fait des modèles beaucoup plus à maille beaucoup plus fine, donc beaucoup plus précis. Hein, en fait, les modèles s'imbriquent. Hein. On a un modèle qui fait tout le globe, et puis on va chercher les conditions limites d'un petit carré, et puis on va faire des calculs beaucoup plus précis, sur moins de temps aussi, hein, sur 2 jours maximum. Et donc, en 2013, on avait déjà un temps-ci France, ce qui était déjà plus facile de faire quelque chose qui ressemblait à une coupe. Je vous avoue que je n'ai jamais vu un pilote avion faire une coupe pour un trajet VFR. Même pas un instructeur, même pas un testeur qui aurait demandé. Mais par contre, il faut garder ce principe de la dimension d'altitude, et dans votre tête, de toute façon, vous savez que vous allez faire un voyage Rennes-Ajaccio, et dans votre tête, en regardant cette carte-là, il faut se dire, voilà ce que je vais rencontrer comme différents étages de nuages dans cette partie-là, comme différentes visibilités, comme différents temps significatifs. Donc en 2021, Météo France continue à expliquer comment on fait une coupe, mais bon, à mon avis, ça va s'arrêter. Pour continuer sur la bien meilleure fiabilité des prévisions, surtout courte échéance, voilà ce qui commence à évoluer entre 2002 et 2020, les données récoltées et rentrées dans les ordinateurs. Vous voyez qu'il y avait vraiment très très peu de choses, hein, et que maintenant, alors cette partie-là, c'est les satellites. Il y a des satellites, là la partie verte là, c'est YASI. YASI est un sondeur vertical qui donc fait le tour du globe sur un satellite polaire, et qui va faire des sondages dans l'atmosphère, comme on faisait au début. Là, il y avait des sondages par ballon. Vous voyez bien que c'était un ballon à un point toutes les 12 heures, en général, 0 heure et 12 heures, il y avait un sondage, un point. Alors, dans la partie, alors je ne sais plus, c'est... voilà, le vert, là, le vert, ce sont les avions de ligne. Les avions de ligne font des sondages.
Alors pas en humidité parce qu'ils volent trop vite, et l'humidité on ne sait pas la mesurer quand on vole trop vite parce qu'il y a un échauffement qui la correction serait plus importante que la mesure. Mais les avions de ligne au décollage et à l'atterrissage, ils vont faire une coupe de l'atmosphère. Alors c'est pas un sondage vertical, mais c'est un sondage oblique. Et ces données sont retransmises par les ACAR, et donc ça rentre dans les ordinateurs. Et vous voyez que ça a augmenté. Justement, au début de la crise Covid, les données des avions commençaient à manquer quand le trafic aérien est tombé, et on a augmenté le nombre de radiosondages en France. Il y a eu de nouveau des radiosondages à 6 heures pour compenser ce manque de données. Mais bon, vous voyez que les sondeurs satellitaires ont vraiment augmenté les données rentrées dans les ordinateurs. Ce qui permet, avec des modèles à maille fine, à l'heure actuelle à Rome, c'est un modèle qui a une maille qui fait 1,3 km. Enfin, il y a une maille à 2,5 km et une maille à 1,3 km. Ça permet d'avoir un détail assez important sur, par exemple, là, en rose, vous voyez, c'est l'humidité. C'est l'humidité à 1500 mètres, 850 hectopascales. Sur la situation qui était prévue là, pour faire un vol de Rennes à Ajaccio, à 10 heures locales, on a cette situation-là. On voit où sont les nuages à 1500 mètres. On voit très bien que sur le Massif central, c'est quand même très chargé. Ici aussi, d'ailleurs. Et par contre, il y a des parties claires, donc ça permet aussi là de se faire une idée pour se faire une coupe mentale, disons. Pour garder cette même situation, parce que je vais vous la suivre un peu. Donc c'était une situation de janvier 2014. Il y avait des fronts, donc c'est ce qui explique un peu les nuages à 1500 mètres. Vous voyez qu'on a deux échéances, là 6 heures TU et 12 heures TU. Le temps si franc, c'était celui-là. Donc je vous rappelle qu'on veut aller de Rennes à Ajaccio. Qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut voir sur ces zones? Alors il y a d'abord des grandes zones festonnées, et dans chaque zone festonnée, le prévisionniste qui a fait la carte, il va réduire, schématiser une zone où il y a à peu près les mêmes éléments. Et donc les éléments qu'on va trouver, ils sont valables dans cette zone-là où c'est écrit, par exemple, là, Brocken localement scattered, donc ça veut dire Brocken assez couvert, c'est 5, 7, 8e, localement scattered, plutôt espacé, Cumulus, stratocumulus, il faut savoir ce que c'est que ces nuages. Leur base est à 1500 à 4000 pieds, et leur sommet est à 8000 jusqu'à 12 000 pieds. Pour nous, en vol à vue en dessous, il n'y a pas trop de problème de plafond. On ne voit pas, alors là, dans cette zone-là, il n'y a pas de notion de visibilité à cette époque. Si, là il y avait 8, mais non, il n'y a pas de visibilité dans cette zone. Donc on n'en sait pas grand-chose. Par contre, on sait que localement, il y a des averses de pluie. Donc il peut y avoir des soucis de visibilité. Localement aussi, il y a des altocumulus au-dessus du niveau 80. Alors pourquoi il y a XXX là?
parce que ce temps-si-France, il n'est valable que jusqu'au niveau 150. Donc quand les sommets des nuages sont au-dessus, ils ne sont pas mis. Il y a isolement des cumulonimbus, donc c'est toujours dans cette zone, dans cette grande zone-là. Isolément, il y a des cumulonimbus. Les bases, c'est à peu près les mêmes que les cumulus et stratocus, là, 1500 à 3000 pieds. Et on ne sait pas naturellement le sommet, puisque le sommet, il est largement au-dessus du niveau 150. Ce serait plutôt aux alentours du 250. Donc, dans cette zone-là, bon là, on ne voit pas tout, mais sur mer et sur les côtes, il peut y avoir des cumulonimbus. Bon, a priori, là, ça devrait marcher. Et puis, ici en Méditerranée, la visibilité est supérieure à 8 km, donc tout va bien. Par contre, quand on va dans la zone Alpes, qui inclut une partie mer, là c'est nettement moins bien. On trouve, alors la visibilité, ça a l'air bien, mais localement, il y a des visibilités à 5 km. Hein. Vous voyez, 8 km, 5 km. Avec de la pluie et en montagne, de la neige. Hein, puisque dans cette zone-là, il y a de la montagne, il y a de la plaine et il y a de la mer. On aurait pu trouver Mar, quelque chose là. L'Aïred. Alors, là c'est couvert localement broken, donc localement des petits trous. L'Aïred, LYR, c'est des nuages en couches. On ne vous dit pas ce que c'est comme type de nuage, mais il y a des couches, les unes au-dessus des autres, c'est feuilleté. C'est les altocumulus, c'est les stratocumulus, c'est les cirrus, c'est les cirrostratus, c'est tout ce qu'on veut. Le prévisionniste ne va pas détailler. Quand il y a LYR, c'est vraiment un ciel très bouché, de 2000 à 4000 pieds jusqu'à au-dessus du niveau 150. Donc c'est pas vraiment le beau temps. Et il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a de la pluie, il y a de la neige. L'isotherme 0 degré est au niveau 60. Ça veut dire que il risque au-dessus du niveau 60, et ça c'est pour les avions qui font de l'IFR, il y a un risque de givrage. Ça c'est le givrage du niveau 60 au niveau 115. Hein, parce que au-dessus du niveau 115, la température est inférieure à -10, donc le risque, le givrage modéré, il risque de devenir beaucoup plus faible. Voilà à peu près tout ce qu'on peut sortir d'un temps-ci comme ça. Après, il y a des zones pointillées comme ça, en bleu avec un 1. Là, je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas où il est, mais ça doit être de la turbulence dans le cartouche. Le petit 1, il doit être reporté quelque part. Je l'ai peut-être après, je ne sais pas. Question là-dessus? Tout est clair. Donc, on continue notre petit voyage de Rennes à Ajaccio. Là, je vous ai mis les isobars d'hectopascal en hectopascal. Hein. Donc ça, on a l'impression que c'est quand même très serré. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de vent, parce que généralement sur les cartes c'est de 5 en 5. Hein. Voilà, donc c'est plutôt les noirs. Mais c'est pour vous montrer que le flux est général. La dérive est à droite ou à gauche? On va de Rennes à Ajaccio. Alors on va voter. Qui est-ce qui dit la dérive à droite? Oui. Qui est-ce qui dit la dérive à gauche? Et la championne là? Les instructeurs, ils disent quoi? Non, ça vient pas. Je vous demande où est la dérive.
Il y a la dérive et il y a la correction de dérive. Alors, confondez pas les deux choses. Hein, je ne vais pas faire un cours de navigation, mais Il faut voir les pressions comme elles augmentent. la question c'est d'où vient le vent, mais je vous demande, la question c'est, la dérive est-elle à droite ou à gauche? On va de Rennes à Ajaccio. On va vers les hautes pressions. Bon, alors je vais répondre à... Dérive gauche. Donc peut-être, mais je dirais dérive gauche. Bon, il y a un instructeur qui a dit dérive gauche. Moi aussi. Oh, bah alors, ça doit être ça. Moi, je dis la dépression est en haut. Bon, alors maintenant, d'où vient le vent? Il vient de la droite. Bah, il vient de la droite. Hein. Le vent, la dépression est ici. Voilà. L'anticyclone est ici. Le vent dans l'hémisphère nord tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la dépression. Donc, on a dit sud-ouest. Et en sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone. Donc le vent vient de la droite et la dérive est à gauche. Voilà. Ça y est? Bon, eh ben voilà. J'aurais au moins appris quelque chose. Alors, avec les modèles MyFin, on peut faire des coupes aussi. Alors sur pas mal de sites internet. On peut le faire aussi sur AeroWeb. Il y a une partie modèle, je vous montrerai où c'est, il y a une partie modèle MyFin, et donc on peut faire des coupes. Et là c'est intéressant quand même, pour revenir à l'idée de coupe sur un vol VFR, c'est que là j'ai mis l'humidité, et vous voyez que tout ce qui est blanc c'est très humide, hein. Donc là on a du 100% d'humidité, là aussi. Ici c'est très sec en altitude, ouais c'est bien, mais par contre si on vole en basse couche, pour passer le massif central, hein, Rennes est ici et Ajaccio est ici, pour passer le massif central il y a un endroit où il y aura quand même pas mal de nuages dans cette partie-là. Donc ça permet de confronter quelque chose, d'avoir des aides un peu, et sûrement des aides très précises. Pour ceux qui... et pour les vélivoles, c'est intéressant aussi, hein. Mais bon. Ce qu'il faut pas oublier, et ce qu'il faut savoir aussi par cœur, c'est que, parce que des fois sur les coupes comme ça, il n'y a pas les altitudes, ni en pieds, ni en mètres. Là, c'est des niveaux de pression. Donc 1000 hectopascales, c'est aux alentours du sol, hein, bien sûr, enfin, du niveau de la mer. Quand on est à 850 hectopascales, c'est 1500 mètres, c'est le niveau 50. Voilà, ce qu'il faut se garder comme repère, c'est 1000, 850, le niveau 50 ou 1500 mètres, et 700 hectopascales, le niveau 100, 3000 mètres. Déjà, si vous savez ça par cœur, ces trois valeurs-là par cœur, vous êtes plus perdu sur le plan vertical. Hein. Déjà, ça vous recale. Alors on est obligé de parler de toute façon en mètres et en pieds, parce que les avions parlent en pieds et les planeurs parlent en mètres. Donc c'est toujours un peu compliqué, il faut toujours faire la balance entre les différentes unités. Là, ce ne sont pas des distances, ce sont des niveaux de pression. Et les météos travaillent souvent en niveau de pression. Voilà le genre de cartes qui sont utilisables. Vous retrouvez la même chose sur AeroWeb, mais à l'époque AeroWeb ne faisait pas les métards de couleur. Ce site Orbifly là, il a été fait par des militaires, par des anciens pilotes militaires, et ils avaient l'habitude d'avoir des couleurs de base. Hein, la base est rouge. Hein, si orange est rouge,
on ne va pas se poser à Orange. Si Tours était vert, il n'y avait pas de problème. Il y avait bleu aussi, non? Bleu, vert, jaune, rouge. Enfin, maintenant, il y a plus jaune, il y a jaune et ambre et rouge. Ah, il y a ambre. On a fait comme les Américains. Voilà, donc c'est pas mal. Alors vous verrez sur AeroWeb un peu plus loin qu'il y a la correspondance avec, en visibilité et en plafond. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous trouvez des sites comme ça qui vont vous permettre de décoder des métars. Il y a aussi allmetsap.com qui fait ça. Ça, pour vous entraîner à décoder des métars, c'est bien parce que vous avez le message et puis vous avez écrit en dessous ce que le message veut dire, le décodage complet. Donc là, on a Lima Fox, Lima Whiskey, qui, comme tout le monde sait, c'est Aurillac. Alors, vous savez comment c'est fait le code? Là aussi, il y a des codes. Comment est fait le code OSCI? Pourquoi il y a Lima? Alors, qu'est-ce que c'est Lima? Lima, voilà, Lima, c'est l'Europe occidentale plutôt sud. Hein. F, c'est la France. Et puis après, les deux dernières lettres, on a réussi à caser pratiquement tous les terrains. Alors tous les gros terrains, les terrains du LM, ils sont LF avec 3 chiffres, je crois. Mais donc les terrains, disons, praticables, ils ont ces deux lettres. Alors, dans le secteur de Marseille, c'est LFM quelque chose, mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'était fait à la création, mais pas après. Voilà, ça, on a été obligé. C'est pareil, du côté de Paris, c'est LFP, LFL pour Lyon, LFB, mais c'est... Vous retrouvez d'autres choses. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les métars n'existent que sur les terrains qui ont du trafic commercial. Dans le coin, ici, on avait, jusqu'à il y a 10 ans à peu près, on avait Saint-Auban qui faisait un métard. Et ça a disparu. Donc, le résultat de la disparition du métard de Saint-Auban, c'est qu'ici, on a un désert météorologique pour l'aviation. On n'a aucune observation. Vous voyez, quand il y a Nice, il y a Le Luc, il y a Cannes et Nice pour les civils, Le Luc hier pour les militaires, Marseille, Avignon pour les civils, pour les militaires. Heureusement qu'il y a les militaires qui nous gardent, qui nous font des métards, parce que on fait le tour là. Valence, il en fait un peu. On a Grenoble-Saint-Joire, et puis après il faut monter à Chambéry. Sinon après c'est Aoste, et puis après c'est l'Italie. Donc tout ça, aucune observation. Alors il y a des astuces quand même quand on vole en montagne pour aller retrouver des observations. La plus belle astuce, c'est les webcams, parce que les stations de ski ont de magnifiques webcams, et une webcam, bon, elle ne donne pas toujours le vent. Il y a des webcams sur les terrains qui voient la manche à air, c'est bien sympa, mais au moins les webcams nous donnent une petite idée du ciel. Donc là, Aurillac 02, c'est le jour. C'est le jour dans le mois. Hein. On a dit qu'on était le 2 janvier 2014. Donc 02, c'est le jour dans le mois. 0800, c'est l'heure. 8 heures Zoulou. Alors Zoulou pour UTC, hein, c'est l'heure du méridien de Greenwich. Auto, ça veut dire que le métard, il se fait tout seul. C'est-à-dire que la station automatique, elle est capable de coder son métard. Il y en a de plus en plus maintenant. Avant, l'observateur,
il regardait le ciel, il écrivait son métard, il regardait son thermomètre, sa pression, et il faisait son métard. Il y a maintenant beaucoup de métards automatiques. Il faut des fois s'en méfier, il faut des fois comprendre que s'il y a des barres à la place de quelque chose, c'est que le système de mesure il ne marche pas, il est en panne, ou il n'a pas su déterminer s'il y avait des nuages ou pas, ou quels étaient les types de nuages. Sur quel principe regarder une station automatique et les nuages? Ils ont des télémètres verticaux pour faire... donc si le nuage il passe pas au-dessus de la station, pendant les 10 ou 15 minutes, voilà, c'est aléatoire. Bah oui, plutôt. D'ailleurs c'est pour ça que quand ils ont commencé à mettre des métards automatiques, Météo France avait parlé de mettre des webcams, notamment je me souviens de Dinard, parce qu'ils avaient des soucis à Dinard. Le prévisionniste qui était censé surveiller que le métard était bon, il téléphonait aux pompiers de Dinard pour savoir s'il y avait des nuages. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Donc ils avaient parlé de mettre des webcams. À l'époque, en Amérique du Sud, je crois que c'est Pérou et Chili, tous les aérodromes avaient des webcams déjà, alors que c'était pas courant. Mais le projet à Météo France, il a fait pchit, ça n'a pas marché. Donc on va leur redemander ça. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc le vent. 190 et 3 nœuds. Bon, ça se lit tout seul, là, c'est décodé, il n'y a pas de problème. Hein. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué, 150 V 220. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? On va tourner dans le 150, entre le 150 et le 220. Ceux qui ont une bonne vue, ils arrivent à lire, là, voilà. Hein. Donc, il y a une variabilité dans la direction du vent. Ça arrive souvent pour des vents faibles, hein, notamment. Quand le vent est à 50 nœuds, il ne va pas varier beaucoup, mais quand il est assez faible, il va varier. Bon, c'est pas très important justement, mais ça peut servir parce que quand on va se dérouter sur Aurillac, il faut savoir si on peut s'y poser s'il n'y a pas trop de vent. Alors tous les 9 là, 9, 9, 9, 9, avec 4, 9, c'est la visibilité. Donc à partir du moment où il y a plus de 10 km de visibilité, on va avoir 9, 9, 9. Et effectivement, ça tombe bien parce que si la visibilité est qu'elle soit 12, 15, 20 ou 100 km, ça ne va pas changer grand-chose pour la navigation en VFR. Bien d'accord. On va trouver ensuite les nuages. Alors, BKN, Brocken, hein, donc c'est pareil, c'est 6, 7, 8, 5, 7, 8e, 6, 7, 8e, et Brocken 22, 0,22. Donc là, on est à 1700 pieds, hein, c'est toujours les chiffres sont des centaines de pieds, 1700 pieds ou 2200 pieds. Donc il y a deux couches. Il y a deux couches à Aurillac, et puis au-dessus, bien qu'il ait deux couches Brocken, je ne sais pas comment il fait pour faire un métard comme ça, surtout en auto. Au-dessus, c'est couvert à 4000 pieds. Alors, peut-être qu'effectivement, le sondeur vertical, il a vu des trous, et il a vu les trois couches dans un espace de temps, alors je sais plus, c'est un quart d'heure ou 10 minutes avant l'observation, il a peut-être vu les trois couches, et la dernière couche qu'il a vue, il la met complète, parce que il a pas vu de plafond supérieur à 4000 pieds. Mais la station a vu des plafonds à 1700 pieds, à 2200 pieds,
et à 4000 pieds. Ça veut dire que le ciel est quand même bien chargé. La traduction, elle est là. VFR marginal à cause du 1700 pieds. C'est sûr que bon, on est en basse couche hein, quand même. Question sur ce premier métard décodé? Ça va? Alors, ce qui est le gros progrès aussi qui a été fait par Météo France, c'est la mosaïque radar. Les avions de ligne ont des radars embarqués. Donc, ils vont voir les échos de pluie ou de grêle, enfin les échos de précipitations importantes devant eux. Nous, on n'a pas de radar embarqué. Par contre, Météo France a des radars au sol pour suivre et donc faire éventuellement même des animations sur les échos au sol. Et ça, c'est très intéressant en voyage VFR, parce que si on arrive à Aurillac là, et qu'on se pose à Aurillac en disant je vais attendre un peu parce que c'est plus terrible devant, c'est cette carte-là qu'il faut aller voir. Hein, sur internet on trouve très bien, donc on le trouve sur AeroWeb, on le trouve aussi sur mon site sur BriefPaca là. Sur Météo Ciel il y a des images radar au pas de 5 minutes, donc en plus on voit le déplacement et c'est très intéressant une fois qu'on est en escale forcée par exemple en déroutement, de dire est-ce que je peux continuer le voyage, et si je peux continuer le voyage, où est-ce que je passe? Si je veux éviter ces grosses pluies-là, il faut que je passe ici. On fait l'animation et on regarde par où on peut aller. Ça, c'est très utile. Bon, après, vous pouvez aussi l'avoir, si vous avez de l'internet en vol sur votre téléphone, vous pouvez aussi voir ces cartes-là en vol. Et là, vous aurez eu un meilleur renseignement qu'un avion de ligne, parce que l'avion de ligne qui est ici, qui va vers l'ouest, il voit ces échos-là, mais il ne sait pas s'il y en a là. Nous, on sait qu'il n'y en a pas. Parce que derrière les échos qu'il voit, ça lui fait de l'ombre et il ne voit pas. Ça ne traverse pas. Alors que là, la mosaïque radar, c'est les radars qui sont au sol. Hein, on voit voilà, le radar de Brest, vous voyez son domaine, il est là. On voit les limites là de la mosaïque, hein, ici aussi. Donc chaque radar envoie son image, il y a un traitement pour pouvoir recalculer tout et voir les positions des zones actives. Ça, c'est intéressant aussi pour le Valois. Hein. Cet été à Montluçon, on avait lancé, avec Aude, on avait lancé une épreuve en sachant très bien qu'il y avait des... Donc Montluçon, c'est par là. En sachant très bien qu'il allait y avoir juste au sud des cunards qui allaient se former. Et on a donc suivi la formation des CUNAM. Ils se sont formés plus tôt que prévu, ils se sont formés plus près que prévu. Il y avait déjà une classe des planeurs qui étaient en l'air et on a annulé les épreuves pour ne pas avoir un retour dans les orages. Et bon, c'était effectivement très tangent. On n'a pas regretté d'avoir annulé les épreuves. Donc ça sert aussi un voilà. Vous voyez, donc un avion de ligne, il évite un cunambe, mais derrière, il ne sait pas forcément ce qu'il y a. Mais il vaut mieux qu'il l'évite. Hein. Parce que, vous voyez ce que ça peut faire un cunambe sur un avion?
La grêle, c'est quand même violent. Alors je vous parlais des webcams. Voilà, justement, le même jour, là, toujours le 2 janvier. Voilà ce que le ciel. On a vu qu'à Aurillac, il y avait 3 couches. Ben voilà le ciel du puits en volait, donc un peu plus loin sur le massif central. Vous voyez ce que ça donne comme vue. Bon, on peut faire du VFR, hein. C'est pas encore catastrophique, mais c'est intéressant de le voir, notamment si on est posé à Aurillac. Est-ce que je peux aller au Puy-en-Velay avec ce que je vois de mon ciel et ce que je vois de webcam éventuellement plus loin. Toujours la même journée, le temps si France, là on va peut-être avoir, non pareil, si voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure sur le premier. Donc là on est à 12h UTC, c'est un peu plus tard. Et ce que je voulais vous montrer sur le premier, c'est que cette zone-là, qui est marquée 1, elle correspond à une zone de turbulence en surface jusqu'à 1000 pieds, mais en montagne de 4000 pieds à 6000 pieds. Ouais, c'est clair? Voilà. Donc là, on est pareil. Alors, il y a des symboles comme ça, hein, ces petits triangles-là, ça veut dire que les reliefs peuvent être accrochés, hein, en relief obscurci. Là, les reliefs sont obscurcis, mais vous voyez que le prévisionniste, il a mis le signe sur la mer, mais c'est valable pour cette partie-là, bien sûr. C'est parce qu'il n'avait pas de place. C'est sûr qu'il n'y a pas de montagne ici, hein. On retrouve ici les visibilités, 5 km, hein, 8-5 km. Dans cette zone-là, 8 et localement 5 et 1 km 500. Donc jusque-là, hein, on a retrouvé la visibilité, elle est valable aussi pour ça. Et là, par contre, les visibilités 8 km. Et on retrouve à peu près les mêmes types de nuages. On est toujours sur notre voyage Rennes-Ajaccio. Question ? Toujours la même carte. Là, vous voyez que à 16h locale, ça c'est un petit peu... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait pas la place de passer là, et puis il y avait quand même beaucoup plus d'humidité. Ça a plutôt tendance à s'arranger, l'humidité à 1500 mètres. Donc ça, c'est bien. Et après, une fois qu'on est parti, le message d'observation ne sert à rien. Il faut des messages de prévision. Donc on va passer aux messages TAF, qui sont des messages de prévision. Ils emploient exactement le même code que le message METAR pour tout ce qui est paramètres météo. Mais par contre, il y a des codes pour l'évolution. Il faut donc apprendre en plus. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pour Ajaccio, puisque c'est notre destination, le TAF, voilà ce qu'il dit. Alors il dit toujours qu'on est le 02 à 5h, ça c'est l'heure à laquelle a été fait le TAF. Hein, le message a été écrit à 5h UTC. Il est valable du 02 aujourd'hui, enfin de janvier là, du 02 à 6h au 03 à 6h. Donc c'est un TAF qui va faire 24 heures. On va écrire pratiquement le METAR. En fait, le prévisionniste il fait le TAF à 5 heures, mais il va pratiquement essayer de deviner, enfin, de faire le METAR de 6 heures.
C'est-à-dire, 1 heure après, quel temps il va faire à Ajaccio? Alors il est peut-être à Ajaccio, hein, le prévisionniste. Il est peut-être ailleurs, hein, mais a priori il doit être à Ajaccio. Sauf si le taf d'Ajaccio est fait par Nice, parce que ça arrive. Et donc, la première partie du taf, initiale, c'est le vent est du 0,60 et sineux. Vous voyez qu'il faut se méfier parce que là, on a le vent à 7 heures. L'heure est ici. Hein. Bon, il se trouve que le vent, c'est du 0,60. Si vous dites, c'est 6 heures, non, c'est pas 6 heures, c'est la direction du vent. Hein. On voit le vent est quand même bien marqué par l'unité de la vitesse. 0,60 et sineux, bon, c'est un vent doux. Nord-est. Bien. Ah, on voit qu'elle l'a eu. Hein. La visibilité, tous les 9 supérieurs à 10 km. On a 2 couches broken, 3 couches broken, hein, c'est pareil, hein, 3 couches donc importantes, à 2500 pieds, à 5000 pieds, hein, grosso modo le niveau 50, et à 20 000 pieds, le niveau 200. Donc c'est toujours c'est layer head, hein, c'est des couches qui sont les unes au-dessus des autres. Et c'est là que le TAF va devenir différent du METAR, puisque là c'est le METAR du début de validité du TAF, et le TAF il va commencer à dire voilà, ça va évoluer. Alors il y a des termes d'évolution, c'est becoming, B-E-C-M-G, becoming, ça devient, donc c'est progressif. Entre 9h et 12h le 2, hein, donc la progression, à partir de 9h, ça va avoir changé par rapport à l'observation supposée de 6 heures. Et jusqu'à 12h, toujours en UTC, hein, bien sûr, le vent il passe 200 degrés, 5 nœuds. Donc il a nettement tourné. Hein. Il est comment? Il est sud-ouest. Voilà. Alors, presque sud. Pourquoi à ton avis? Alors pourquoi à 6h du matin il était du 0,60 à Ajaccio? C'était la brise descendante. C'était la brise descendante. Et entre 9h et 12h, il va tourner complètement. C'est la brise montante. C'est important. Ajaccio, c'est plutôt une brise de mer. Ah bah oui, de la brise de mer, oui, bien sûr. Elle est de mer et de montagne, hein, là, hein, les deux. Hein. C'est dans le même sens. Donc, voilà. Ça, c'est la brise. Hein. 6 nœuds, 5 nœuds. On est au mois de janvier, hein, alors les brises, elles sont faibles. Hein. Par contre, la visibilité, 4 km sous la pluie. Donc RA, c'est la pluie, Rennes. Hein. Donc 4 km sous la pluie. Là, ça évolue pas dans le bon sens. Hein. On reste avec des couches broken 3000 et 4000 pieds. Donc c'est pas beaucoup, pas très différent de ce qu'il y avait au début. Et puis une deuxième évolution, becoming de 18h à 20h, toujours le 2. Hein. La visibilité redevient bonne et il n'y a plus de temps significatif. No significant weather. Donc ça, c'est des termes qu'il faut apprendre. Je ne vais pas vous les apprendre tous aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se passe. Je vous rappelle tout de même, pour les pilotes avions, c'est important, que c'est les métars, hein, alors pas les TAF, hein, mais les métars
peuvent se prendre, disons, l'équivalent du métard peut se prendre par téléphone. Sur beaucoup de terrains, il y a le message ATIS. Le message ATIS, il regroupe à la fois l'observation météo et les consignes en vigueur sur le terrain. Ce que vous prenez l'ATIS à la radio, hein, avant d'arriver sur un terrain, s'il y a un ATIS, il faut le prendre. On va vous dire le message s'appelle, je sais plus quoi, ici Orly, observation, on commence à, enfin bon, c'est vraiment, c'est codé aussi, c'est très rigoureux. On va vous dire comment s'appelle le message qu'on vous passe, avec une lettre, hein, Alpha, Bravo, Charlie, ça dépend. Et puis, on va vous donner les mêmes informations que le métard, plus la piste en service, le QLH, il est sur le métard aussi. Hein. Donc, on va vous donner plein de renseignements que vous pouvez aussi avoir par téléphone. Si, par exemple, vous allez simplement à Avignon, là, vous pouvez téléphoner, avoir la TIS d'Avignon avant de décoller. C'est bien pratique. Ça peut vous faciliter la vie. Voilà, donc AeroWeb a repris les codes couleurs. Voilà, sur la carte des métards, vous avez les couleurs des métards sont là on a des bleus, des jaunes, on a un rouge là, et ça correspond à ces visibilités. Donc quand on est dans le violet, où on a une visibilité inférieure à 800 mètres, où on a un plafond inférieur à 200 pieds. Dans le rouge, la visibilité elle est inférieure à 1 km 500 et le plafond inférieur à 500 pieds. Et donc vous voyez comme ça que vous allez en amélioration vers le bleu. Ça vous donne déjà, simplement en regardant la carte métard, ça donne déjà une petite idée. Et en mettant le pointeur sur la station, vous allez avoir le métard et le TAF. Alors je ne vais pas vous le faire déconner celui-là parce que de loin là c'est un peu compliqué, mais vous allez retrouver toujours les mêmes groupes, les mêmes choses qui sont importantes pour préparer un voyage. L'ACMV a acheté un avion à Chartres et il était question d'aller le chercher. Alors, comme quand on m'a dit faut faire un petit exercice comme ça, je me suis dit voilà, on va essayer d'aller chercher l'avion à Chartres. Bon, ils ont été le chercher plus tard, hein. Mais ce week-end-là, je m'étais imaginé qu'on pouvait déjà regarder vendredi si on pouvait y aller, puis non, c'était un peu trop tard. La nuit arrive vite. Alors faut pas oublier que la météo c'est une chose, le jour aéronautique c'est autre chose, et on raisonne pas de la même manière si on part le matin pour un voyage que si on part le soir. Il faut être sûr de ce qu'on va faire au niveau de la tombée de la nuit. Donc ne pas oublier, la préparation météo, elle va vous dire, elle va d'abord vous modifier votre idée du temps sans vol, du temps de vol sans vent, pardon. Le temps de vol sans vent c'est une chose, il va falloir prendre le vent météo pour faire le temps de vol avec le vent. Et si le temps de vol avec le vent, il n'arrive pas à destination avant le coucher du soleil, plus 30 minutes, et ben ça marche pas. Alors ça c'est une chose. Et donc là, vendredi, là, on était 12h UTC, voilà la situation. On est
face à un week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Bon là, on voit que vendredi à midi, il y a un front froid qui arrive sur Chartres. On est à Vinon, Chartres est là. Il y a un front froid qui arrive sur Chartres. C'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Enfin, j'ai quand même regardé. Samedi, il y a encore une occlusion. Là, ça c'est à 0 heure. Donc c'est intéressant de voir les modifications, l'avancée des fronts. À 12 heures, bah, vous voyez que ça a un peu changé. Hein, l'occlusion, elle a un peu disparu, et puis au profit d'une perturbation qui arrive sur la Bretagne. Donc à l'avant de la perturbation, aller à Chartres, c'est peut-être pas si idiot que ça. C'est octobre, ça. Il pleuvait ce jour-là dans l'ouest. Le 2 octobre. C'est le 2 octobre, ça. Oui. Oui, c'est le 2 octobre. Mais je me souviens bien de cette date. Voilà. Les camping-cars. Dimanche. Je l'ai arrosé ce soir. Dimanche à 0 heure, hein, donc ça c'est la nuit. La perturbation, vous voyez, elle a fait vite. Hein. Cette perturbation-là, elle est montée comme ça. Hein. Enfin, c'était prévu qu'elle monte comme ça. Ça, c'est les cartes prévues. Hein. Donc ça faisait vite, mais bon, apparemment, dimanche, repartir de Chartres pour aller à Vinon, c'était pas idiot. Par contre, lundi, pour moi, je me souviens très bien, ici, c'était vigilance rouge. J'étais pas là, j'étais là-bas. Il a plu. Donc on rentre pas lundi. Ça c'est sûr qu'on rentre plus lundi. C'est intéressant, avant de faire un voyage comme ça, d'avoir une idée de la situation générale pour savoir ce qu'on peut faire réellement ou pas. Hein. C'est pas la peine de se lancer dans des trucs invraisemblables. Donc vendredi, je regarde, voilà, c'était vendredi, 1er octobre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le front froid, donc le prévisionniste qui nous fait la protection aéronautique, là, il nous dit que il y a un front froid, là, avec de la pluie, des nuages assez bas, hein, 800 pieds, 800-1200 pieds, 1500 pieds, 3000 pieds, il y a des nuages bas. Il y a isolement et dans la masse nuageuse, hein, ça c'est isole embedded. Alors c'est pas qu'une âme, c'est TCU. Ça veut dire que c'est des cumulus en forme de tour, hein, des congestus. C'est pas tout à fait le niveau de cumulonimbus, mais bon, c'est pas sympa non plus. Il y a sûrement des averses là-dessous, et puis 1500 pieds, et puis les sommets ils sont au-dessus, ils sont vers le 140 et peut-être au-dessus. Bon, donc cette zone-là, elle n'est pas terrible. Par contre, ici, nous, on est ici, hein, vendredi. Si on devait partir vendredi après-midi, là, ça c'est 12 heures. Ah non, c'est 15 heures déjà, ça. C'est déjà un peu tard, hein, pour partir. Mais bon, c'était possible. Enfin, il y avait des cumulus et stratocumulus, quelques cumulus congestus qui montaient un peu plus sur les montagnes, des averses en montagne, et sur mer plutôt des stratocumulus. Donc dans ce coin-là, ça allait. Dans cette zone-là, on ne sait pas grand-chose. Sauf que la visibilité était de 8 km, c'était déjà ça. Et dans cette zone-là, des altocumulus seulement, donc il n'y a pas grand-chose non plus. On peut supposer qu'ici le ciel était clair, parce qu'il n'y a rien. Et alors B, qu'est-ce qu'il dit, lui? Cumulus stratocumulus. Donc il n'y a rien de bien spécial sur cette partie-là. Donc la décision, elle était prise, de toute façon on partait pas. Enfin,
fictif. Je ne partais pas, c'était vraiment fictif, hein, c'était un vol fictif. Mais en regardant les échos radars à 17h locales, c'était une bonne idée de ne pas être parti parce qu'il y avait quand même quelque chose d'assez continu là. Effectivement, il n'y avait rien, il y a juste une petite averse là, qui traîne là. Mais rien de spécial sur le Massif central, sur Lyon, sur la vallée de la Loire, jusqu'à Nevers par là. Bon, après, c'était pas terrible. Alors si, en partant le vendredi matin, sûrement que ça passait ici bien avant. Et pour continuer la situation d'ici, vous voyez que il y avait les images radar, les images satellites sont intéressantes aussi. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de nuages là. Ça, c'est des nuages hauts. Et puis la partie active du front, elle est là. Hein, c'est toujours 17h locales. Et derrière, on a un ciel de traîne avec des cumulus, là sur l'Angleterre. Je disais qu'il pleuvait là le vendredi. Ouais, à cette période-là, on avait pratiquement eu de la flotte pendant 3 ou 4 jours de suite. Ouais. Alors, qui est-ce qui veut s'y mettre là? Le métard d'Orléans-Brissy. Ma petite championne là, allez, vas-y. Et comment après ils vont s'y mettre après je vais... Allez, vas-y. Du coup, Donc Oscar Juliette, c'est Orléans-Brissy. Célèbre base militaire de transport. Alors 01 c'est quoi? 01 c'est le jour. 01 c'est le jour. Alors après 11h30 Zulu. Le métard est automatique. Qu'est-ce que c'est ça? 200 et 10 nœuds, oui. c'est Cavoc, ça? Ah non, c'est pas Cavoc. C'est pas Cavoc. C'est la visibilité. Oui, C'est Cavoc qui marque Cavoc. Ah, ok. je vous parle du Cavoc parce que le Cavoc, ça fait partie des simplifications qui sont arrivées un peu plus tard. Moi, quand j'ai commencé à faire de la météo, il y avait des messages, ces messages n'existaient pas, c'était des messages aéros qui étaient tout chiffrés. Donc il y avait des météos qui pouvaient les lire. Les pilotes ont râlé et ils ont réussi au niveau international à faire admettre un code METAR. Et ce code METAR était donc facilement décodable comme ça. Et ils ont fait par la suite rajouter le Cavoc qui nous a, nous météo, bien ennuyés parce qu'on n'avait plus toutes les couches de nuages. Parce qu'à partir du moment où le nuage n'était pas gênant pour le pilote, on lui mettait le Cavoc. Mais donc nous en observation, on ne savait pas ce qu'il y avait réellement à Brest, ailleurs, quoi. Et donc ça nous privait d'un certain nombre de renseignements sur l'arrivée de nuages supérieurs et des choses comme ça. Parce que le Cavoc, c'est visibilité supérieure à 10 km et plafond supérieur à 1500 mètres ou à l'altitude de secteur. Hein, parce que sur les terrains en montagne, ou enfin entourés de montagnes, Clermont-Ferrand, Chambéry, tout ça, il y a une altitude de secteur qui est supérieure à 1500 mètres. Donc sur ces terrains-là, il n'y a pas le Cavoc avant beaucoup plus haut. Mais a priori, pour simplifier, c'est plus de 10 km et pas de nuages en dessous de 1500 mètres. Donc il fait beau pour le pilote lambda, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc ici, quelques nuages. À quelle altitude? 44 quoi? 4400 pieds. Voilà, 4400 pieds.
Rocaille. Au niveau 110, disons, allez. Ouais, quand c'est les hauts chiffres comme ça, là c'est le niveau 45 et là c'est le enfin, 44, et là c'est le niveau 110, hein, donc vers au-dessus de 3000 mètres. Ici, qu'est-ce que c'est? La température et le point de rosée. Ça intéresse les vélivoles. Température et point de rosée. Pourquoi? Mais plus ils sont proches, plus il y a une probabilité qu'il y ait de la pluie. Non. Alors, je retire ce que j'ai dit, ça intéresse tout le monde, parce que effectivement, plus ils sont proches, et plus il y a des risques de brouillard ou de stratus, parce qu'on est très proche de la condensation. Mais la pluie, non. Il peut pleuvoir de très haut, que ça tombe jusqu'au sol, mais ça humidifie pas forcément. S'il y avait de l'air très sec au sol, tu as toujours un écart de température important. Et donc, l'intérêt pour les vélivoles en été, c'est que la différence entre la température et le point de rosée est directement liée à la hauteur des cumulus, par la formule de psi 122 T moins TD. Voilà. Avec 122 T moins TD, vous savez la hauteur en mètres de la base des cumulus, surtout au début de la formation. Donc cet écart entre T et TD, il est toujours important, surtout pour ces risques de brume, brouillard et stratus. Donc si c'est très écarté, bon là 2 degrés c'est pas terrible, mais on voit que les nuages les plus bas ils sont à 4400 pieds. Bon, ça va. Et le Q1016 c'est La pression atmosphérique. la pression, mais quelle pression? Le QNH. Donc le QNH c'est la pression ramenée au niveau de la mer suivant la loi de l'atmosphère standard. C'est-à-dire que quand vous affichez sur votre altimètre le QNH, quand vous vous posez sur le terrain, vous avez l'altitude du terrain. D'accord? Mais ça c'est de l'altimétrie, c'est pas de la météo. Mais c'est important à savoir. Alors, le code Q, pour la petite histoire, puisque tout à l'heure je vous parlais du code Morse, hein, on a commencé comme ça, le code Morse, eh bien le code Q vient de l'utilisation du Morse, parce qu'il y avait des moyens justement de coder des choses à partir de la lettre Q. On avait donc 3 lettres qui permettaient de coder plein de choses. Il ne nous reste de ce vieux code Q que le QNH, le QFU, pour certains anciens QGO, mais il y a vraiment très peu de choses qui sont le QFE, le QFF pour les météos. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont restées, mais c'était un code qui était très utilisé quand il y avait les transmissions en Morse. Bon, bah voilà, on a fait un métard, c'est merveilleux. Continuons. Donc, qu'est-ce qu'on en tire là? Bon, en fait, si on était parti de Vinon et qu'on arrive aux alentours de 15h30 Zoulou, ce qui était très raisonnable pour aller à Chartres, eh ben on se posait à Chartres, hein, parce que ça allait là, hein, ça volait en dessous, il n'y avait pas de souci. Bon, on a vu que le front il arrivait quand même, hein, mais on devait pouvoir aller à Chartres ou à Étampes peut-être. En plus, il n'y a pas beaucoup de vent, une bonne visie, tout était bien. Alors le métard de Tours, pour voir un petit peu plus à l'ouest, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pareil pour le vent, il est un peu variable du 170 au 230, mais ça on s'en fiche. La visibilité elle est bonne, il y a quelques nuages à 3400 pieds, c'est un petit peu plus bas
qu'Orléans. Par contre, il y a une couche plus complète, un Brocken 4800 pieds et Brocken 5400 pieds. Donc c'est plus costaud un peu au-dessus. La tempée 16 sur 11. Ah, il fait plus chaud et plus sec. Hein, plus chaud, plus sec. Le QNH 1016 c'est le même. Et on trouve dans le métard une partie tendance. Alors la partie tendance, elle va être comme vraisemblablement la première partie du TAF qui doit être en vigueur. Donc on va trouver tempo, des rafales, hein, le vent est 210 et 15 nœuds, mais avec des rafales à 25 nœuds. Gust, 25 nœuds. Là, ça peut devenir plus problématique. 210, après il faudrait voir comment est la piste de short, mais on va voir ça tout à l'heure. 3000 mètres, ah ouais, quand même, il y a des réductions de visibilité avec de la pluie. C'est la pluie qui réduit la visibilité. Et puis, de temps en temps, dans cette couche-là, de temps en temps, il y a des TCU, hein, donc des cumulus congestus, avec une base à 3000 pieds. Et même, il peut y avoir quelques cunimbes avec une base à 4000 pieds. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive. Et on va le confirmer avec le TAF long, qui a été fait à 11h Zulu. Donc il a été fait bien avant cette observation-là. Hein. L'observation-là, c'est de 15h30. Là, c'est le TAF qui a été fait à 11h Zulu, qui est valable de 12h le premier à 12h le 2. Le vent, il est sud-ouest. La visibilité, elle est bonne. Brocken à 2000 pieds, ça va encore. Là, on voit le tempo. Ah ben voilà, on va retrouver le fameux tempo 12-18 avec des rafales à 25 nœuds. Hein, le vent du 210-15 et rafale 25. La pluie qui réduit la visibilité à 3 km. Les cumulus congestus à 3000 pieds. Et éventuellement des cunimbes à 4000 pieds. Ça, c'est ce qu'on a vu là. Et ici, on va retrouver temporairement de 18h à 22h. Donc ça, c'est de nuit, hein, c'est le soir. Donc on s'en fiche un peu, hein, on sera arrivé. C'est le plafond descend. Et l'évolution pour le lendemain. Pour la fin de la nuit, hein, jusqu'à 24 heures, c'est encore plus bas, et temporairement, pour le début du 2, de 3h à 7h UTC, 400 mètres de visi, avec du brouillard, une visibilité verticale non mesurable, donc ce sera du brouillard épais, et l'évolution pour la journée donc, du samedi 2, eh bien, ça se lève entre 8 et 10 heures, ça se lève à 1200 pieds. Tu peux me rappeler le prop 40, je me souviens plus. Où j'ai mis, où tu avais la un dernière prop. ligne, prop 40, je me souviens plus exactement. Ah oui. Oui, alors, quand il n'y a pas de probe, c'est comme si c'était 50%. Quand c'est pas sûr, on a probe 40. Quand c'est vraiment pas sûr, on a probe 30. Et ça s'arrête là. Hein. La nuance, elle est là. Ça veut dire que c'est quand même... C'est pas tout à fait sûr. Hein. 40%. Donc pour en revenir à notre atterrissage à Chartres,
Les rafales à 25 nœuds du 210, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par regarder la durée. On va commencer en arrivant par regarder la durée. Il va falloir corriger. Faudra quand même se méfier, hein, parce que le QFU, donc on va se poser face à l'ouest vraisemblablement. On a du vent du 210, hein. Donc avec un QFU 272, ça fait quand même 60 degrés. Donc ça fait quand même une composante de travers qui sera supérieure à 10 nœuds, hein. Donc ça fait partie des choses à regarder quand on lit les TAF et surtout les TAF, pour savoir ce qu'on pourra en faire. Oui. Le truc de Régis. Oh, je peux attendre la fin de ton truc, je le ferai après. C'est comme tu veux, quelle heure il est? Tout le monde est sur l'élan. Quelle heure il est? Faire une pause si tu veux. 40. On peut faire une pause si tu veux. 50. 50 de quoi? 10h50. 10h50? Pause café. T'en as pour longtemps, toi? Je sais pas, 20 minutes. Mais je le ferai après. Quoi. Moi, après, de toute façon, là, on peut faire que... je finis la journée, là. Hein. Je dis ça. Et puis, voilà. Donc, on va continuer comme ça. Hein. Donc, Paris-Orly. Paris-Orly, toujours le premier. 190 degrés, 7 nœuds, supérieur à 10 km. Moins RA, ça veut dire que la pluie, elle est faible. Quand il y a un petit moins, là, ça veut dire que la pluie est faible. Quelques nuages à 2000 pieds, Brocken à 2900 pieds, 15 sur 13, 1016, bon, c'est assez cohérent avec ce qui se passe à Orléans. Et le Taflon, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc pareil, de 12h à 18h, 200 degrés lumineux, ça on l'a déjà vu, plus de 10 km, Brocken 30, ça nous va, et temporairement, de 12h à 22h, moins RA, ben ça oui, on avait déjà là, propre 30, donc c'est pas sûr du tout, temporairement, le vent du 200 et 15 nœuds avec des rafales à 25, on retrouve la même chose. Ça veut dire que s'il y a un cumulus ou un cumulnimbus qui passe pas loin, ça va faire des rafales. Donc, après, quand vous arrivez sur un terrain et que vous voyez qu'il y a un cumulnimbus à côté, méfiez-vous du vent, allez voir la manche à air, de toute façon allez voir la manche à air, mais en plus, s'il y a un cumulnimbus, vous savez qu'il risque d'y avoir des sautes de vent et des variations dans la direction qui peuvent être importantes. Ça peut même être 180 degrés. Donc vous pouvez vous aligner sur une piste et puis vous rendre compte que vous êtes en train de faire une approche vent arrière. Voilà, vent dans le cul. Alors, 4000, donc là c'est pareil, c'est l'approche d'un cumulnimbus ou d'un cumulus congestus. Voilà, on voit TCU, il est là. Alors, la nuit, là, on retrouve des stratus à 600 pieds. Temporairement, le matin, de la brume, PR c'est la brume, avec 2500 mètres de visibilité, et couvert à 300 pieds. Hein. Là, c'est pas haut. Temporairement, 800 mètres de visi, avec du brouillard épais, avec une visibilité verticale non mesurable. C'est pas une belle journée. Et donc, par contre, donc le samedi, ça s'arrange un peu. Pas pour le vent, il y a toujours des rafales, il y a toujours de la pluie, mais 4 km de visi et 1400
1400 pieds de plafond, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas terrible quand même. Voilà ce qui se passe le lendemain matin. On retrouve la zone perturbée ici, là, avec de la pluie, avec des brouillards et brumes. On voit que toute cette partie-là, c'est pas terrible. Donc si on part de Vinon le matin, faut être sûr de pouvoir passer là. C'est possible, hein, mais il faut aller voir justement les tafs de ce côté-là. On va aller voir ça. Alors là, ça doit, le B, il peut aussi y avoir des brouillards par là, quand même, hein, du côté d'Orange, Avignon, tout ça. Donc il faut se méfier. Et puis le A là-bas, mais on s'en fiche là parce que c'est 6 h du matin, on n'y sera pas. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout là. Par contre, donc il n'y a que cette zone-là où il peut y avoir des brouillards. Là, c'est cumulus stratocumulus avec des bases entre 2000 et 6000 pieds. Donc là, ça devrait marcher. Le massif central, par contre, il peut être accroché. Donc si on monte par là, il faudra sûrement passer par Saint-Étienne, peut-être même Lyon, mais ça devrait passer comme ça. Au passage, puisqu'on est là, vous voyez qu'il y a de l'orage en Sardaigne et en Corse, là, hein, orage avec des averses. Là-haut, on retrouve de la pluie ici, là, c'est la fameuse perturbation qui monte comme ça. Et ce résidu-là, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ici, quand même, il peut y avoir des brumes et des brouillards dans toute cette partie-là. Pas de questions? Alors, une petite idée du temps ce samedi matin. Alors, à Orange, il n'y a pas de vent. Il y a 3800 mètres de visi, mais la visi mini, elle est de 1800 mètres. C'est pas beaucoup, mais c'est pas du brouillard, c'est de la brume. Par contre, Branquen à 300 pieds, ça c'est des stratus. Donc, et en plus, c'est couvert à 1100 pieds, et avec une température et un TD très proches. Hein. 15 sur 14, le QNH 1017. Donc, le petit rond avec de la brume et du brouillard, là, c'est la zone B que je vous ai montré tout à l'heure, ça doit être à cause de ça. Hein. Mais le TAF, il nous dit que qu'est-ce qui va se passer. Alors, il y a plein de choses. Alors, vous avez tout intérêt quand même à aller voir le didacticiel de l'ENM pour décoder les trucs particuliers dans les TAF, parce qu'il y a des choses qui vont vous arriver, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Voilà, ici, on est donc à le 02 à 2h Zulu, c'est l'heure à laquelle a été rédigé le message. Il est valable du 2 à 3h jusqu'au 3 à 3h UTC. Le vent, il est du 320 et 3 nœuds, il souffle un peu du nord-ouest et du pas fort. La visibilité 6 km, Scatred à 2000 pieds ça va, couvert au niveau 120 c'est pas gênant. Et là on a un TX. Le TX c'est la température maxi. Ça devait monter à 25. À 2h15 Zulu. Et la température mini, c'est 13. Et c'est à 2h06 Zulu.
c'est 15h et 6h. Oh non, c'est le 2 à 6h. De 6 heures. Peut-être le 2 à 6h. C'est le 2 à 15h et le 2 à 6h. Voilà. Sinon, ça monte très vite. Alors, ces températures-là, elles sont données en fait pour des calculs de décollage des avions. Et donc elles vont dans ces messages-là parce que la station météo les donne pour les prévisions de décollage. C'est dans le code et ça, vous trouverez ça sur beaucoup de terrains. C'est son négatif, c'est précédé d'un M. Oui, toujours. Prop 40, tempo, alors 3h, 7h, 4000, donc la visibilité est un peu meilleure. Prop 30%, entre 3h et 6h, toujours le même jour, 800 mètres avec du brouillard, ça on en est toujours au même point. Et là, entre 10h et 12h, Zulu, le vent il passe au sud avec 12 nœuds. Et c'est curieux qu'il nous donne pas de meilleure visie là. Parce que je pense qu'il doit manquer quelque chose. Et là c'est pareil. 180 et 15 et 25 nœuds. Avec ces vents-là, c'est curieux qu'on soit toujours à 4000 de visie. Bon, après, si on va dans le nord, bon, le métard de 5h30 Zulu, on s'en fiche complètement parce qu'on n'y sera pas. Mais ça s'est plutôt amélioré. Hein. Il n'y a pas de brouillard. Et le TAF, lui, par contre, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit que de 5... c'est quoi ça? Voilà, ça c'est l'heure du TAF, l'heure où il a été fait. Pour de 5h à... Il est valable de 5h le 2 à 3h le 3. Le vent 210 c'est 15 nœuds. La visée supérieure à 10 km. Broken 800 pieds, c'est pas beaucoup. La température maxi 18 à 15h et 12 à 6h. On s'en fiche aussi. Mais bon, ça intéresse les C130 et autres Airbus A400 qui décollent. De 8h à 10h, Broken 1500 pieds, c'est pas très haut de plafond, hein, 1500 pieds, et ça devient de 10h à 12h, 3000 pieds, c'est déjà mieux. Donc, a priori, on peut partir de Vinon pour aller vers Orléans, parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit la suite? Dans l'après-midi et jusqu'à 3h le lendemain matin, le vent il sera du 180 et 20 nœuds avec des rafales à 30. Pas très belle visibilité sous la pluie, mais c'est temporaire, hein. Il y a des passages de pluie, des passages pluvieux. Et Prop 40, de 16h, mais là on s'en fiche, ce sera la nuit, il y aura des rafales un peu plus fortes, 35 nœuds. Les vents dans le cul. Alors, oui, après il faut aller voir d'autres choses. Bon, je vais arrêter les décollages comme ça, les décodages comme ça. Je vais vous montrer. Alors là, vous voyez, j'en avais plein à vous proposer, mais comme vous n'avez pas l'air d'apprécier beaucoup, hein, vous voyez, il y avait... On le fera avec le petit bouquin. Voilà. Oui, il y a des applis qui te les décodent, bien sûr. Vous voyez que voilà, ce qui est intéressant quand on prépare un voyage, je vous rappelle qu'on est le samedi matin. Le samedi matin, le soleil n'est pas levé, donc là visible, on voit que ça, à 8h locales, on voit que ça. Par contre, l'infrarouge, on voit bien que ici il y a une perturbation. Celle-là, il n'y a rien de bien actif.
on retrouve ça sur la visible. Ici c'est bon, sauf brouillard dans la vallée du Rhône. Hein. Et là ça a l'air d'être à peu près correct. On peut aller voir sur AeroWeb ou sur Météo-Ciel, on peut aller voir les couches nuageuses. Ça fait partie des cartes qu'on présente ici au briefing. Les couches nuageuses, en noir, le ciel est bleu. Je suis désolé. En bleu, il y a des nuages, mais c'est des nuages hauts. Les nuages roses sont des nuages bas, et les nuages verts, quand il y a du vert, et du jaune, vert par là, c'est des nuages moyens. Donc, on voit ici les brouillards de la vallée du Rhône. Ici, il y a des cirrus, mais il n'y a rien en dessous. Et puis tout ça, c'est des stratocumulus là qu'on a vu sur les métards. La partie active de la perturbation, elle est quand même ici. Et donc ça laisserait la place pour passer même par-dessus les brouillards ici et rejoindre Chartres sans trop de problèmes ce samedi matin. Il faut voir, donc toujours sur AeroWeb, les WITEM, les cartes des vents. Alors, c'est pas très lisible, hein, souvent, surtout les deux petites en bas. Là, vous avez le vent à 2000 pieds. Alors, il marque niveau 20, mais le niveau 20, ça n'existe pas vraiment. C'est le vent à 2000 pieds. Vous avez les températures. Là, c'est le contraire des températures sur les messages. Il y a les plus que si c'est positif, parce que toutes les cartes en altitude, les températures sont négatives. Donc le moins n'est pas mis. Et là, par contre, sur la carte à 2000 pieds, vous voyez, tout est en positif. Et là, vous avez la carte au niveau 50 et la carte au niveau 100. Donc avec ces trois cartes-là, vous devez faire votre préparation de navigation avec les directions de vent et les forces de vent. Avec le codage habituel, où il y a une grande barbule, c'est 10 nœuds, une petite barbule, c'est 5 nœuds. À partir de 45 nœuds, on met un triangle pour 50 nœuds. Et avec cette définition-là, on peut coder jusqu'à 350 nœuds. On peut coder des vents en altitude extrêmement forts. On reste à la maison. Voilà. On reste à la buvette. Je te propose de te laisser la place. Allez.